Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ralliez-vous à mon panache blanc. François Bayrou va-t-il s'inspirer de cette formule du roi Henri IV, son héros? Du panache, il lui en faudra tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Discours de politique générale prévu à 15h avec en toile de fond cette question. Va-t-il, oui ou non, faire mention de la réforme des retraites et pour dire quoi? La gauche l'attend au tournant, la droite aussi. Arthur Delaborde. François Bayrou veut trouver la bonne formule sur les retraites, celle permettant de ne pas être censuré par les socialistes, mais sans perdre la droite et sans trop heurter son propre camp macroniste qui a porté l'âge de départ à 64 ans. À ce stade, le Premier ministre et son entourage ne dévoilent toujours pas clairement leur jeu. Le maire de Pau proposait ces derniers jours de donner la main aux partenaires sociaux en les laissant discuter d'un nouveau texte revenant sur les 64 ans, avec à la clé, en cas d'accord, une suspension de la réforme d'Elisabeth Borne à partir de 2026. Emmanuel Macron lui-même ne ferait plus du maintien de la réforme une ligne rouge, mais à condition que l'équilibre financier auquel elle avait abouti soit préservé. Problème, les socialistes exigent eux une suspension immédiate. François Bayrou accédera-t-il à leur demande cet après-midi dans sa déclaration devant l'Assemblée? Là encore, le suspense demeure. Un proche du Premier ministre laisse entendre qu'il n'y a pas d'urgence et qu'il pourrait encore temporiser quelques jours avant de faire connaître son arbitrage. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Les discussions reprennent dans une heure et demie à Matignon. Le Premier ministre recevra les représentants des différents groupes du camp présidentiel à l'Assemblée. Alors la question des retraites indissociable de la démographie. Pour financer une éventuelle suspension de la réforme, le Premier ministre pourrait puiser dans le fonds de réserve. Au moment même où l'INSEE s'apprête à publier à 9h30 ce matin son bilan démographique pour 2024. Il pourrait confirmer l'effondrement de la natalité en France l'an dernier. Or, ce fameux fonds de réserve a été mis en place précisément pour compenser les déséquilibres démographiques. Baptiste Morin. Oui, le lien, c'est la natalité et ses conséquences sur le système de retraite. Lorsqu'il est créé en 1999, le fonds de réserve pour les retraites doit permettre de protéger le système 20 ans après. Il doit compenser le déficit que causera inévitablement la vague de départ en retraite des baby-boomers à partir de 2020. L'objectif, c'est d'atteindre à cet horizon-là 150 milliards d'euros en plaçant régulièrement sur les marchés. Et ça marche bien, ça marche même très bien. Aujourd'hui encore, le rendement du fonds est excellent, près de 10% sur l'année 2023. Sauf que depuis 2010, le principe même du fonds a été détourné. Les versements ont été interrompus et le capital et les intérêts sont utilisés pour rembourser la dette sociale, si bien qu'aujourd'hui, il n'y a que 21 milliards d'euros sur le fonds. Il en faudra bien plus si la réforme de 2023 est abrogée. Qui plus est, avec la baisse de la natalité que l'INSEE devrait confirmer. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1. Discours de politique générale du Premier ministre à l'Assemblée cet après-midi et retour du texte sur les tickets restaurants. Au Sénat, la Chambre haute vote aujourd'hui la possibilité d'acheter des pâtes, des œufs ou encore de la moutarde au supermarché avec ces tickets. Et vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h04. La lutte contre le narcotrafic en France, les saisies massives se multiplient, mais le problème demeure entier. Il reste près de 47 tonnes de cocaïne saisies l'an dernier, chiffre non définitif, record historique salué par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Les spécialistes sont plus circonspects et s'inquiètent face au déferlement de ce qu'ils appellent le tsunami blanc. Pour l'enrayer, le ministre de la Justice veut commencer par isoler les plus gros narcotrafiquants dans des prisons de haute sécurité. Les 100 personnes les plus dangereuses, celles qui ont l'âge d'ailleurs de faire encore un certain nombre de crimes et de délits, qui commandent leur point de deal, qui commandent des assassinats. Je pense qu'il faut savoir répondre quand on est la République et les mettre à l'isolement. Et on va commencer par les 100 premiers, puis après on fera les 200 suivants, et puis les 200 suivants. Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, sur LCI dimanche soir. 2 établissements rempliraient le cahier des charges. Vendin-le-Vieil dans le Nord et la prison d'Alençon-Condé sur Sarthe. Jean-Baptiste Marty, pourquoi le ministre a-t-il ciblé précisément ces 2 établissements ? D'abord, pour leur modernité par rapport aux autres prisons, ce sont des établissements récents, créés il y a moins de 15 ans, avec des systèmes de sécurité plus développés. Wilfried Fonck, du syndicat UFAPUNSA. On peut parler des brouilleurs de téléphone en particulier, où là, oui, vous avez 2 structures qui sont totalement brouillées, qui sont aussi équipées de miradors relativement récents, avec des armements aussi particulièrement performants. Autre argument, ce sont des prisons à taille humaine qui ne sont pas surpeuplées, avec un taux d'occupation d'environ 80%. Cela voudrait dire moins de transferts de prisonniers à réaliser, mais là
où ça pourrait bloquer, c'est avec certains détenus à risque comme Redouane Faïd ou encore Salah Abdeslam à Vendin. Un défi sécuritaire donc, selon Wilfried Fonck. Derrière, il faut aussi qu'on ait d'autres structures qui soient d'un niveau de sécurité identique. Et puis aussi, on va être confronté avec des difficultés législatives et légales. Et je pense notamment au maintien des liens familiaux. Comprenez, ne pas mettre le prisonnier trop loin du domicile familial. Enfin, dernier défi de taille, former les agents. Mais cela a un coût. Il faudra donc augmenter le budget du ministère, aujourd'hui établi à 3,9 milliards d'euros, soit environ ce que représente aujourd'hui le trafic de drogue en France. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Nous partons maintenant au Proche-Orient où on serait tout près d'une trêve à Gaza. C'est Joe Biden lui-même qui en parle. Le président américain, sur le point de quitter la Maison-Blanche, donne quelques précisions sur ce projet de cessez-le-feu qu'il porte depuis plusieurs mois. Ne jamais abandonner, dit notamment Joe Biden, le président sortant confiant, tout comme son successeur Donald Trump. Direction Tel Aviv, où nous attend Frédéric Simon, le correspondant d'Europe 1 en Israël. On est encore plus optimiste. Oui, ce serait une question de jours selon Donald Trump. En Israël, certains médias étaient plus optimistes encore et prévoyaient une annonce aujourd'hui même. On peut affirmer avec certitude que l'imminence de retour de Trump à la Maison-Blanche a accéléré le rythme des progrès obtenus dans les négociations indirectes entre Israël et le Hamas. Le président élu des États-Unis a exercé des pressions sur les deux parties en présence, sur le Hamas mais aussi sur Israël. Benjamin Netanyahu aurait accepté de renoncer à l'une de ses principales exigences, à savoir obtenir de l'organisation islamiste la liste des otages encore en vie. Parmi les 98 qu'elle détiendrait, les principaux points de l'accord sont d'ores et déjà connus. 33 des 98 captifs seront libérés. Il s'agit des femmes, des enfants, des hommes âgés de 50 ans au moins et des hommes jeunes, blessés ou malades. Leur libération s'échelonnera en plusieurs étapes dans une période de trêve de 42 jours, au cours de laquelle, graduellement, Israël libérera des centaines de détenus palestiniens. Un retrait partiel des troupes de la bande de Gaza est prévu également, ainsi que le retour des civils palestiniens dans le nord du territoire. Enfin, 16 jours après le début de la mise en œuvre de l'accord, des discussions débuteront sur la fin du conflit et sur la libération de tous les otages. Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 en Israël. Et c'est l'événement de la matinée au Sables d'Olonne, l'arrivée du vainqueur du Vendée Globe, course à la voile autour du monde. Et on est tous Charlie ce matin. Évidemment, Charlie Dalin devrait couper la ligne d'arrivée au large des côtes d'ici une demi-heure, peut-être un peu plus. Axel May, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 au Sables d'Olonne. Oui, bonjour, il est à une quinzaine de kilomètres de la ligne d'arrivée. Il devrait au dernier pointage franchir cette ligne à 8 heures. Les bateaux de l'organisation sont en train d'aller à la rencontre du vainqueur désigné de cette 10e édition du Vendée Globe. Écoutez, Michael, l'un des pilotes de l'organisation. Un peu de stress parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur avec tous les bateaux qui se chevauchent, tout ça, le droit de passage, tout ça. Mais non, autrement, c'est une bonne expérience. Par rapport à tous les téléspectateurs qui peuvent regarder la télé, et nous, on est aux premières loges pour suivre ça. Ouais. Et le fait que ça soit de nuit, ça rend plus difficile l'approche ? Bah là, on devrait avoir une météo assez clémente avec une belle houle longue, donc ça devrait aller. Ouais. Alors, en raison de la météo et surtout de la marée basse, une fois la ligne d'arrivée franchie, Charlie Dalin devra patienter jusqu'à 14h, mon cher Christophe, pour rejoindre le port des Sables d'Olonne et mettre pied à terre après 64 jours de mer. Axel May en direct des Sables d'Olonne, 64 jours, un record du monde battu, pulvérisé même. Il est plus à quelques heures près, non. Charlie Dalin. Bon, Axel May, il faut y aller à pied, vous pouvez avancer un petit peu vers lui là. Pour tout vous dire, je suis en train de monter sur un bateau de l'organisation pour aller à 8h à la rencontre de Charlie Dalin. On a dit être. Allez, il est tout terrain, cet Axel. On sera avec vous, Axel. Vous êtes notre fil rouge ce matin sur Europe 1. On va suivre l'arrivée de Charlie Dalin. Rendez-vous dans 20 minutes. Merci beaucoup, Axel. Merci, Christophe Lamar. C'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1. À suivre l'édito éco. Et la monnaie d'échange pour le maintien de François Bayrou à Matignon avec la gauche, c'est la réforme des retraites. Il ne faut surtout pas la suspendre, nous dira Agnès Verdier-Molinier dans une dizaine de minutes. Et dans un instant, Dimitri Pavlenko, l'invité d'Europe 1 matin.